Bienvenue sur JDR Factory, sur cette émission de discussion, de talk, qu'on va appeler le comptoir de la JDR Factory, l'endroit où on parle, où on discute de choses et d'autres. Et pour cette première édition, on a décidé de parler de choses très peu originales. On a décidé de parler de médiéval fantastique. Donc j'ai réuni l'équipe de JDR Factory et je leur ai dit voilà. Pour cette première émission, très originale, le médiéval fantastique. Je voudrais que vous nous parliez d'un système de jeu avec un univers, les deux ne sont pas obligatoirement ensemble, et d'une proposition de campagne avec ce mariage univers-système de jeu. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Qu'est-ce que vous avez aimé? Quels sont les mélanges et les cocktails bizarres que vous avez faits? Et donc aujourd'hui, c'est le premier épisode où donc je suis avec l'incroyable, le formidable Ed, Enchanté. qui porte. Voilà, donc on est tous ensemble entre confrères et rôlistes. Et le nom moins formidable et incroyable, Axel. Le jeune. Axel le jeune. Bonjour tout le monde. Axel le jeune. Salut, salut. Je rabaisse un peu la moyenne d'âge, sinon... Je vais tous être trop vieux. Sinon, Bref. ça crevait le plafond. Ouais. Donc, puisque c'est comme ça, on va donner l'honneur aux sages, ici présents. Pour commencer, pour ouvrir le bal. Donc, Ed, Ouais. c'est toi qui as le droit de nous expliquer qu'est-ce que tu nous vends comme mécanique de jeu, avec quel setting et quel univers et quelle donc, proposition de campagne tu as à nous faire avec ce mariage incroyable. Moi, je vais donc proposer, un de mes gros coups de cœur, ça a été Warhammer. J'ai commencé comme tout le monde avec DD5, avec DD plutôt, mais le gros coup de cœur pour moi, donc c'est Warhammer. Et au fil du temps, évidemment, après, j'ai trouvé un système pour le hacker, donc un système de jeu qui s'appelle Brigandine. Donc je vais vous proposer de jouer Warhammer avec Brigandine. Donc c'est un jeu indé qui est fait par un certain James Tornade. C'est un jeu très simple qui utilise donc le dessin comme Warhammer, mais avec quelques petites bonnes idées pour aller plus vite et plus rapide et directement à l'essentiel. Alors après, pour l'univers de campagne, moi je partirais essentiellement, évidemment, pareil, pour la campagne Rêve de gloire, c'est la campagne de Brigandine. Alors c'est des petits jeux pas très chers qu'on peut trouver facilement sur Internet. Et donc, pourquoi Warhammer? Parce qu'en fait, j'ai jamais été trop fan de l'univers de Donjon où, pour moi, il y a beaucoup trop de magie. J'ai toujours aimé un peu l'univers un peu chérissant qui est un peu propre à Warhammer, quoi, que Brigandine arrive facilement à retranscrire. Donc, voilà ma proposition à moi. Et vous? Attends, on va pas te laisser partir comme ça. Parce que, non, parce que ça, vous ne le savez pas, en off, c'est qu'il devait commencer. Mais il m'a fait commencer. Il est malin quand même. C'est ça, il l'a jeté il l'a jeté sur la planche. Voilà, donc il m'a bien balancé. Mais, ok, Warhammer, donc... Et toi, qu'est-ce que tu nous proposes de beau alors? Attends, j'arrive. D'abord, je voudrais te poser plus de questions, parce que là, c'est bien, tu viens de nous dire Warhammer, ok, l'univers de Warhammer, très chérissant, etc. Comment la campagne de Brigandine, tu dis que tu peux l'adapter à Warhammer? C'est-à-dire quoi? On la fout qui se lève ou alors on la reskin pour la mettre ailleurs? Oui, c'est quoi le meilleur endroit? On pourrait la mettre à qui se lève, par exemple. Tout à fait, ça serait le bon fitting, c'est-à-dire un truc un peu nordique. Donc en fait, la campagne Rêve de gloire, donc ça propose de commencer des jeunes joueurs, des petits malfrats qui vont essayer de gagner de l'argent vite fait, qui sont vraiment au bas de l'échelle et qui petit à petit vont commencer à grandir et peut-être devenir des héros malgré eux en fait, et qui vont se confronter à des situations face à d'autres voleurs ou comment dire tous les défauts d'une ville, quoi, tous les dangers plutôt. Mais oui, Kislev, c'est un bon choix, mon cher ami. Mais donc, si on connaît Warhammer et qu'on veut utiliser le monde de Warhammer, on lit le monde de Warhammer, on regarde les règles de Brigandine, qui donc pour toi sont du Warhammer dégraissé. Et après, on joue donc dans le monde de Warhammer, mais ça veut dire que si je veux foutre un prêtre, une prêtresse de Shalia, un prêtre de Sigmar, etc., je peux l'adapter sans problème dans cette campagne avec Brigandine, quoi.
Cette campagne, non, parce que cette campagne te fait jouer essentiellement des petits malfrats, des petits voleurs. Il n'y a pas de magicien dans la campagne en soi. Oui, mais ils peuvent croiser un peu de Tout à fait, Sigmar dans oui, le... pourquoi pas, oui, ça c'est facile à faire. En fait, le Brigandine, vraiment, c'est vraiment un système qui hack le jeu de manière générale. Il y a toutes les carrières, il y a un thème de carrière. Alors après, c'est complètement différent dans la manière de l'aborder. Il y a des archétypes qui te permettent de typer tes joueurs avec une certaine touche, à du roleplay. La magie, il y a des incantations qu'il faut dire à haute voix pour avoir des bonus. En fait, il y a tout un espèce de panel qui permettent de en fait, c'est beaucoup plus simple que Warhammer. Parce qu'en fait, concrètement, Warhammer 1, 2 et 3 surtout aussi, en fait, tu passes beaucoup de temps il y a le fameux toi à moi. Tu te bats, tu mets un coup, bon, après, finalement, j'ai paré, donc ça rien passé. On a ajouté 4 scindés, ça rien passé. Finalement, la partie ou l'action, elle va durer 20 minutes pour rien, quoi. Et alors que là, avec un seul G2D, tu as le résultat total de la passe d'armes, donc ça va beaucoup plus vite. Même dans la V4, je connais pas bien la V4 Alors, mêlée comme la ça. V4, pour le coup, ils ont réglé beaucoup de problèmes, c'est vrai. Ça va aussi, c'est aussi gritty ça commence à être presque aussi gritty que Brigandine. Et il y a une certaine dangerosité qui est retranchée. Et ils ont fait un système d'avantage en fait. Donc à chaque passe d'arme, tu gagnes 10% qui fait que ça peut se cumuler pour éviter ce fameux toi à moi. Au bout d'un certain temps, il s'annule. Ouais, c'est un peu le... Par contre, tu jettes le double de dés que Brigandine. Voilà. Mais ça reste quand même un une très bonne version, quoi. Et j'aime C'est beaucoup ça. aussi. Ouais. Les avantages, effectivement, permettent. En fait, tu auras toujours le phénomène à toi, à moi qui peut persister, mais tu l'auras sur 1 ou 2 tours maxi, quoi. Et au bout d'un moment, tu touches, et quand tu touches, tu fais très mal, ça reste hyper gritty, hyper violent. C'est ça. Voilà. Mais quand tu me dis fais une campagne où on va jouer des voleurs, c'est peut-être pas un jeu où il va y avoir le plus de bastons, parce que le but, c'est plutôt d'éviter les bastons. Alors non, tout à fait. J'ai jamais dit que c'était un jeu qui était... Enfin, la Rêve de Corps, c'est pas un jeu qui est axé... c'est vraiment une campagne un peu, comment dire... axée embrouille de voleurs dans la cité, et on part au bas de l'échelle, et petit à petit on est confronté à d'autres voleurs, à des situations un peu périlleuses, et puis surtout on a du mal on veut gagner sa croûte, quoi. On part de rien du tout, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu le principe de la campagne. Elle se joue il y a 5 scénarios, donc elle peut se faire à peu près une dizaine de séances, donc c'est très court. Et très vite, elle explique bien les règles, elle te met le pied à l'étrier, quoi. Donc c'est vraiment un jeu qui est très facile d'accès. Moi j'aime beaucoup Warhammer, mais je trouve que Brigandine ça va encore. Bon, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est plus rapide, mais c'est aussi plus simple pour les MJ parce que tu ne jettes pas les dés, donc du coup pour les joueurs, pour les MJ, c'est plus facile à gérer tout le reste. Il y a aussi l'aspect social. Par exemple, quand tu vas faire un jet de perception, ça va dépendre de la discrétion de l'adversaire. Donc, tu es toujours en opposition, donc c'est assez facile. Si tu fais par exemple un mouvement et que l'autre il veut tu peux essayer de faire une perception face à comment on appelle ça, au mouvement. Donc en fait, tu as 13 caractéristiques qui délimitent ta feuille de perso. C'est 13 caractéristiques, c'est comme 13 compétences en fait, qui te donnent toutes les possibilités, toutes les actions dans le jeu. T'as pas toutes les compétences qu'il y a dans Warhammer. Dans Warhammer 4, on a encore les compétences de base, les spécialités, tu as quand même une belle feuille, les talents, les feuilles de perso, il y en a beaucoup, quoi. Bon, je dis pas que c'est pas bien, moi personnellement j'aime beaucoup Warhammer, mais je trouve que Brigandine ça va encore plus vite, ça règle beaucoup de problèmes, et même si la V4 est mieux, je trouve qu'ils n'ont pas atteint le sommet qu'a pu atteindre Brigandine. D'accord, mais donc moi qui connais très bien le monde de Warhammer, je parle du monde, je parle pas du système de jeu. Hein. Je connais très bien le monde de Warhammer, je le maîtrise parfaitement. À une époque lointaine, je pense que je connaissais mieux la géographie du vieux monde que de la France. Et donc, je connais très bien Warhammer, et je veux un truc rapide, j'achète cette campagne et je connais les règles de Brigandine, et je peux le mettre tout de suite dans le monde de Warhammer, et ça se fait sans douleur, quoi. Carrément. Moi, j'ai carrément fait jouer 2 ans de jeu dans l'univers de Warhammer. J'ai fait jouer Enemy Within, ainsi que plusieurs scénarios classiques de Warhammer. C'est très facile, on fait les arrangements à la volée. En plus, Brigandine, il y a un bestiaire, il y a aussi un compagnon avec des options de jeu qui gère la folie, qui gère les combats de masse. Ça fait énormément de choses. Mais tout ça est fait avec, je trouve, beaucoup d'intelligence par rapport au créateur, là, James Tornade, qui a même fait un deuxième coup d'essai avec Face. Donc c'est vraiment, enfin pour moi ça a été une bonne découverte, et du coup j'ai joué 2 ans avec, on a un peu testé le truc à fond, et ça marche bien, quoi. Donc tu peux
sans problème le jouer dans le... D'ailleurs, c'est un hack de Warhammer, hein, c'est officiellement présenté comme ça, donc tous les gens qui y jouent, je crois que c'est un peu ce qu'ils font, quoi. Et alors, Axel, t'as des... Bah ouais, moi j'ai remarques, beaucoup des joué à préférences? Brigandine et je joue à Brigandine en ce moment, mais pas sur un univers Warhammer, sur un univers Bloodlust. Et effectivement, tu sens l'ambiance warhammerienne derrière, c'est que ça va très vite, ça va très mal. C'est un système qui est beaucoup plus élégant, moi je trouve, que celui de Warhammer pour le coup, que ce soit V2 ou V4, parce qu'ils sont les deux que j'ai testés. Plus léger d'une certaine manière et plus efficace en fait. C'est ça en fait. Pour moi, c'est Warhammer en efficace en termes de règles. Et c'est effectivement cool à coller dessus parce que ça va vite, tu as les mêmes caractéristiques, donc tu n'as pas à te casser la tête, mais un système qui est un peu différent. Tu t'as dit Bloodlust avec Brigandine. Ouais. Bloodlust, bon, c'est pas très gritty comme système. Hein? Comme l'univers Bloodlust. Bloodlust, c'est si. pas très gritty. Ah si, Ah non, t'as des mecs, c'est des demi-dieux qui ont des armes dieux et... En fait, si tu veux, en fait, les armes dieux sont... de tout ce que le commun des mortels, vers tous les mortels, tu les tapes à coups de... Les armes dieux sont surpuissantes, mais les porteurs sont faits pour être un peu jetables, si tu veux. Oui, mais sauf que... Donc, quand vous jouez avec les règles de... Est-ce que vraiment les règles de Brigandine sont adaptées pour jouer un mec qui est certes une merde, mais qui, quand il a une arme dieu... Oui, il y a une adaptation de fait, et pour l'instant, nous, après, on a testé Bloodlust Metal avant, donc forcément, quand tu passes de Bloodlust Metal à Brigandine, déjà, tu fais un grand saut en avant dans le bien. Donc oui, pour nous, ça colle bien. On a fait quelques séances, on a dû faire 4-5 séances sur la version Brigandine de Bloodlust. On a déjà manqué d'avoir 2-3 morts, quoi, tu vois. Et ça s'est joué au PV près. Et avec parfois des sauvetages du MJ un peu sympas sur la première séance qui se dit « Ah ouais, mais s'il meurt là, c'est chiant ». Donc ouais, ça marche plutôt très bien et c'est un système qui fonctionne, selon moi, très bien pour faire du médiéval fantastique dans sa globalité, Brigandine. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans Brigandine, c'est que c'est un système de jeu simple, mais qui n'est pas simpliste. C'est-à-dire que quand tu joues, par exemple, tu as aussi des options de combat. Tu peux décider de charger comme une brute, tu peux décider de frapper en finesse, tu peux décider de faire tomber. Tu as plein d'options possibles. Donc, du coup, c'est vraiment très agréable au niveau de la mécanique, sans la lourdeur, en fait. Voilà. Tout à fait. Ok. Voilà. D'ailleurs, je ne veux pas dire, mais Cubic 7 qui a retravaillé Warhammer 4, ils ont sorti récemment un truc qui s'appelle Soul, je sais pas quoi, c'est la. Comment ça s'appelle déjà le fameux, le dernier truc qu'ils ont fait. Ils n'ont pas utilisé le système de Warhammer, ils ont fait un système avec les D6 qui est beaucoup plus moderne, et il n'y a pas des tonnes de compétences. C'est vrai que c'est pas facile. Aujourd'hui, si on nous dirait, tiens voilà, prends le Warhammer et essaie de l'arranger, c'est quand même avec toutes les compétences et tout ça. Brigandine a réussi, mais je trouve que c'est pas facile. Tous les vieux jeux comme ça, bon, tu vas pouvoir nous parler, je pense, de ta solution à toi, mais les vieux jeux comme ça, de le revisiter en game design, c'est des fois, on garde la lourdeur de l'ancien système, il faut faire un reskin possible. Ils ont fait quelque chose de bien, le Warhammer 4, c'est vraiment, moi ce que j'adore dans Warhammer, sincèrement, avant tout, c'est, bon, déjà le monde, il est énorme, mais c'est les scénarios. Je trouve que les scénarios de Warhammer, surtout pour la V3, ils sont monstrueux. Voilà. Et donc sur la V3 et dans V4, tu veux dire? Non, la V3. Ou la V3. Tous les scénarios de la V3, essentiellement, bon, Enemy Witting, The Wish Song, La Tempête approche, c'est un bac à sable sublime dans la boue. C'est vraiment des super scénarios, quoi. Autant j'ai bien aimé la campagne impériale comme tout le monde, qui est une des meilleures campagnes de tous les temps, et qui va être revisitée avec la V4. Mais je trouve que moi j'aime beaucoup. En fait, je pars du principe que je suis européen. Tous les scénarios européens, je ne sais pas pourquoi, je les apprécie plus facilement en fait. Moi, les scénarios de donjons, les Pathfinder, tous ces trucs-là, on tape, la course à l'XP, tout ça, j'y arrive pas trop. Je suis plus sensible aux scénarios anglais de Warhammer qui sont européens, quoi. Je pense qu'on a une spécificité qu'en France, en fait, et qu'en Europe, et qu'on n'a pas la même culture, et du coup, j'ai du mal avec certains scénarios. Je vais faire mon avocat du diable, mais tu dis, ah, c'est pas bien, le scénario on tape ou tape, tu nous as vendu Brigandine en parlant, alors on peut taper, on peut charger en finesse, enfin. En fait, on peut taper différemment. Tu connais le bon système de jeu pour taper. Le jeu de rôle, ça joue, tu vois un monstre, tu tapes, c'est ça. Ouais. Mais, alors donc, non, après c'est un autre débat, donc on fait du jeu de rôle pour faire quoi alors?
Ça dépend. Non, non, mais je faisais mon Oui, petit j'ai compris. troll. Mais ok. Mais donc, les scénars de Warhammer, évidemment, ne mettent pas toujours le combat en avant. Et la campagne que tu décris ne semble pas mettre le combat en avant, puisqu'on joue Non, des pas, elfes. non, c'est pas que le combat, il faut Ouais. être un peu de ruse, bon, un peu d'affrontement bien entendu, mais beaucoup faut un peu de délicatesse, un peu d'enquête, un peu tout ça bien réuni. Et, après, ça dépend essentiellement du MJ et de l'équipe. Après, tu t'adaptes toujours en fonction de ton équipe. Je crois que tous les MJ font ça, quoi. Mais voilà. Donc, je crois que ça va être à vous. Ouais. Ok. Bon. Ben non, je vais reprendre la balle au bon, alors. Hop. Et pour faire encore plus original que Warhammer, je vais vous parler de Donjons et Dragons. Et oui. Je l'avais dit ce soir, c'est la soirée de l'originalité. Donc Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de le présenter, un des plus vieux, voire le plus vieux jeu de rôle du monde. Moi, je l'ai découvert tardivement, en fait. J'ai découvert avec la V5 de Warhammer. C'est-à-dire que je pense que j'ai dû faire une partie avec la 3.5. Une ou deux. J'en dis longtemps. Et ça m'avait vraiment, mais pas plu. Et voilà. Donc j'avais vraiment laissé ça de côté. Moi, j'ai été élevé avec Warhammer, biberonné à Warhammer. Et donc, je ne me suis jamais vraiment intéressé à Donjons et Dragons. La V5 est sortie, je m'y suis intéressé et je lui ai trouvé beaucoup de charme. Déjà, j'ai réussi à y jouer, ce qui est déjà pas mal. Et j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je peux faire avec? Parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'univers qui est en tâche de fond derrière ce bestiaire. Certes, Donjons et Dragons est une boîte à outils, on peut en faire ce qu'on veut, mais quand on commence à lire certains pouvoirs, certains monstres dans le bestiaire, il y a quand même un univers qui se dessine. Un univers qui tend clairement plutôt vers les royaumes oubliés, qui sont un peu le royaume, je pense, l'univers de base de Donjons et Dragons. Qui est un univers qui ne me plaît pas beaucoup. Parce que, bon, je n'accroche pas. Je trouve que, je n'accroche pas aux alignements. Ça ne me parle pas. J'ai du mal à. Un univers régi par des alignements ou des personnages bloqués sur des alignements, j'ai du mal. La magie qui n'a aucune influence sur la société, ça me gêne. C'est-à-dire, bon, il y a des mecs qui sont capables de faire pousser des carottes ou même des sortes de. Même, je parle même pas de la résurrection, mais plein de sorts de un niveau 0, 1, 2, 3, où tu te dis, ça, quand même, ça a plus une influence dans la société s'il y a des mecs qui sont capables de le faire. Aucune. Et ils ont un médiéval qui est carton-pâte, où tu te dis, mais comment ce roi peut être encore au pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les magos n'ont pas pris le pouvoir? Pourquoi? Enfin, bref. Mais quand ils les ont. Enfin, je trouve, où sont les paysans? C'est quoi la politique de taxes? Enfin bon, on est très loin de Warhammer et du Trône de Fer. Il y a tous ces problèmes, pour moi, ont été résolus par l'univers de Warhammer qui m'a vendu, de Donjons et Dragons qui m'a vendu Donjons et Dragons, c'est Eberron. Eberron, c'est super, il n'y a pas d'alignement. C'est pas du médiéval fantastique, puisque ça se passe en quelque chose comme de 1920. 1930, après une première guerre mondiale magique, et la magie a une vraie sens de la société. C'est super, mais ce n'est pas du médiéval fantastique. Donc je suis hors sujet, si vous vends Eberron. Tout à fait. Donc je vais m'arrêter là. Eberron est génial, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à en faire, et je vous le ferai jouer ici sur la JDR Factory. Je vous ferai un one-to-shot avec du Eberron pour vous montrer l'intérêt de cet univers. Donc, si je veux revenir à du médiéval fantastique, évidemment, moi aussi, je vais lorgner vers Warhammer. Mais Warhammer, on me dit, oui, Warhammer, les pieds dans la boue, la chair et le sang, tout ça, c'est vrai. Mais Warhammer, c'est pas que ça. Warhammer, c'est aussi Warhammer Battle. C'est aussi des trucs avec des races de tous les coins, du fin fond de la lustrie, des elfes noirs qui débarquent, qui rencontrent des hordes d'orques, etc. Tu vas pas nous faire ça. Donc, je me dis que quand on veut jouer à du Warhammer en mode épique, Donjons et Dragons, c'est pas mal. Maintenant, la question, c'est où? Comment? Parce que ça ne va pas faire exactement la même chose. Je ne vais pas faire la campagne impériale avec la règle de Donjons et Dragons. Non. Pour moi, il y a un setting qui marche très bien dans Warhammer pour faire de l'épique, du power level, etc. Ça s'appelle Mordheim. Mordheim, c'est un jeu de figurines. Il a osé. Sorti dans les années 90. Il le fait. Il ose. Qui est sorti dans les années 90, me semble-t-il. C'est un jeu de figurines. C'était la version escarmouche de Warhammer Battle. Depuis, il y a eu un jeu vidéo qui est sorti, il me semble, qui n'est pas très vieux. Mordheim City of the Dam. Qui est un jeu de tactical RPG, qui permet d'ailleurs pour celui qui voudrait faire une campagne Mordheim d'avoir accès à beaucoup de visuels, parce que les mecs qui ont bossé, tu tapes Mordheim sur Internet,
Tu vas trouver tous les artworks de ce jeu, ce qui va te permettre de nourrir ta table virtuelle, parce que quand même ici on joue beaucoup en virtuel, donc on a toujours besoin de petits virtuels pour habiller sa table. Et de deux, on trouve très facilement toutes les cartes de Mordheim. C'est comme si c'était une sorte de méga jeu d'escarmouche, des cartes de Mordheim, vous allez les trouver partout. Et l'univers de Mordheim, c'est, voilà, il y a une ville dans l'Empire qui un jour se prend une météorite en pleine tronche, une météorite de Malpierre, en gros, de pierres discordantes, de pierres magiques un peu chaotiques, qui va foutre le bordel dans la ville, qui va faire fuir les habitants et qui va commencer à réveiller des choses vraiment bizarres dans la ville. Tous les royaumes civilisés envoient alors ils n'ont pas assez de... Parce que comme ils se font la guerre entre eux, les royaumes, les différents seigneurs, ils ont pas les moyens d'envoyer toute leur armée pour régler le problème. Ils ont les moyens que d'envoyer des petits gars pour repérer. Donc, escarmouches. Sauf qu'à l'intérieur de cette ville, ils trouvent des morceaux de cette Malpierre, et ils se rendent compte que quand ils l'utilisent, ils peuvent transformer le plan en or, ils progressent super vite, leurs magiciens font des sorts qu'ils n'avaient jamais fait avant, et donc tous les seigneurs se disent, c'est formidable, c'est l'Eldorado, on va utiliser cette pierre pour gagner la guerre contre les autres. Donc, la question n'est pas tellement de sauver la ville, on s'en fout. Des réfugiés, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça, c'est très Warhammer. Par contre, la ressource qu'on peut exploiter là-dedans, prenons-la. Et donc, des hordes d'aventuriers vont se caler autour et vont rentrer dans la ville, qui est un méga donjon, et essayer de la looter, retrouver des morceaux, négocier, l'explorer, retrouver des secrets cachés, etc., pour essayer de devenir très riche. Mais comme c'est blindé de pierres chaotiques, eh ben, les sorciers vont progresser beaucoup plus vite, les mecs vont peut-être gagner un bras supplémentaire, mais vont être beaucoup plus forts et épiques, et donc le leveling de Donjons et Dragons prend toute sa place, et justifie comment un mec qui est arrivé level 1 au bout de 3 mois, tout d'un coup, il est déjà level 5 et a 2 attaques par tour, balance des sorts dans tous les sens, parce qu'il a trop respiré de Malpierre, le mec. Donc, et ça marche très bien, je l'ai fait 2 fois. Une campagne qui a duré 1 heure et demie, quand même, une table ouverte sur Internet, sur l'auberge virtuelle, où les gens venaient en mode... Et ceux qui étaient là, on venait, on jouait, et puis chaque équipe faisait son explo, revenait, faisait son petit rapport de mission, et les autres équipes pouvaient le redécouvrir. Tu jouais avec quelles règles? Avec des règles Donjons et Dragons-like. C'était Shadow of the Demon Lord, pour ne pas le nommer, mais il est en anglais, on veut parler majoritairement des jeux qui sont sortis en VF, mais c'est un DD-like. Je pourrais vous expliquer les différences qu'il y a entre les deux, il y en a, effectivement, les deux ont des avantages l'un par rapport à l'autre, mais globalement c'est le même moule, c'est du D20 système, c'est du level up, c'est vraiment Shadow of the Demon Lord, c'est une version plus dure, plus sombre, et plus adulte, on va dire, que le Vanilla de Donjons et Dragons, mais c'est du D20. Donc, je veux dire, je confirme. on peut prendre Donjons et Dragons 5, on peut jouer avec Donjons et Dragons 5, en plus, il y a des règles de folie dans le guide du maître de Donjons et Dragons qui sont vraiment pas mal. Elles marchent bien. Et donc, les faire jouer, ça permet de jouer tout ce côté un peu de gars qui part en sucette et en folie en explorant Mordheim. Il y a juste les mutations où il va falloir un petit peu faire de game design en tant qu'importer des tables de Warhammer et se dire, bon, à quel moment je fais les mutations, c'est pas très compliqué. Et si vous faites ça, vous avez votre Donjons et Dragons 5, vous avez la ville de Mordheim, en vous nourrissant de tout ce que vous trouvez sur Internet et puis tout simplement en vous inspirant de la carte. Vous mettez vos joueurs et vous êtes en sandbox total. Et vous les faites évoluer là-dedans. Et vous avez de quoi tenir longtemps. Et à la fois faire une réponse entre le setting, la mécanique de jeu et l'univers de Warhammer qui permet donc, moi, plus facilement d'être dans des choses plus sombres, plus, on va dire, cohérentes que, en tout cas, les expériences que j'ai eues dans les Forgotten Realms, les Royaumes oubliés. Voilà ma proposition de médiéval fantastique. Une proposition d'apprenti sorcier. Qui mixe deux choses. C'était le sujet. On parle de cocktail. Moi, je suis pour les cocktails, je suis pour les mélanges. C'est ça que je. Ah oui, là, c'est le mélange. C'est le Eberron, DD5. Non. Eberron, c'est autre chose. Non, c'est Warhammer rencontre Donjons et Dragons dans Mordheim. C'est ça. Eberron, c'est génial, ça a besoin de rien d'autre, c'est Eberron, mais Eberron, c'est pas du médiéval fantastique. Non, mais pour le coup, c'est une très bonne proposition. DD5, c'est vraiment un système qui cartonne, qui marche bien. Après, qu'on aime, qu'on n'aime pas les différents univers, il y a quand même énormément de scénarios qui ont proposé qui sont intéressants. Je parle surtout de Ravenloft, qui est une certaine ambiance un peu gothique. Je crois que toute la planète y a joué, quoi. Donc c'est un super jeu. Donc ouais, Mordheim, pas mal.
Ouais, Écoute, carrément. moi j'ai joué, je l'ai fait à la Curse of Strahd, donc Donc, la toi, version 5. t'as commencé, t'as pas fait beaucoup de parties avec le premier DD, t'en as pas trop fait en fait, t'as pas trop aimé. Ah, j'ai jamais joué, moi j'ai joué 2 ou 3 parties à DD5, à 3.5, et après j'ai fait Warhammer. DD5. Enfin, j'ai fait du Warhammer quand j'étais plus jeune, et D'accord, après j'ai découvert DD5 il y a quoi? Il y a 5 ans, 6 ans. d'accord. Et le gros intérêt de DD5 aujourd'hui, par rapport à tous les autres jeux, ça c'est que la communauté, si vous parlez anglais, la communauté sur Internet, elle est ouf. Ah Vous allez oui. trouver des tombereaux de références, enfin, de Critical Role, pour Après, pas le nommer, et tout ce que vous voulez dans le monde d'Actual Play et de tous les casters de anglo-saxons qui vous parlent de Donjons Dragons. Vous tapez, vous en avez 13 à la douzaine, allons-y, et vous allez pouvoir mais rentrer comme vous trouvez une manière ou une autre de prendre cette boîte à outils, d'adapter ah oui, à oui, votre non, univers non, de jeu, quoi. c'est vraiment, c'est sûr que c'est vraiment Oui. la proposition la plus jouée actuellement, quoi, ça, c'est clair. Ouais. Et Puis, l'autre avantage, je termine parce que je dois les remercier, parce que quand ah même, bah, Donjon Dragon, je leur dois beaucoup. j'allais leur faire une passe décisive, donc parfait. D'accord, bah, je reprends la passe dingue parce que je sais de quoi on va parler. Voilà, je veux dire merci à Ed Dédé, qui mérite, Mm. mais vraiment un cierge tous les jours, Dédé comme ça, parce que je peux dire qu'est-ce que je les ai pouillés pour faire jouer des Donjons Dragon 5. Je pense que toutes les parties de Donjons Dragon 5 que je fais, j'ai mon portable comme ça avec Ed Dédé qui est là. Ah, ah, alors tel sort, ah, ah, tel monstre machin, ah, telle classe. C'est Bref, génial. voilà, j'ai fait pas mal de Donjons et Dragons avec mes enfants, et je pense que mes enfants connaissent bien, mieux maintenant mieux d'aider que moi, passent leur temps à regarder les sorts. Alors regarde ce que tu fais celui-là. Bref, donc c'est en français, tout est hyper facile pour obtenir, c'est sur le net, c'est gratuit, et avec ça vous avez largement de quoi jouer à Donjons et Dragons. En plus, je crois savoir que ça y est, il y a une annonce qui a été faite. Asmodée va recommencer l'édition de Donjons Dragons. Oui, Parce qu'il y ça. avait eu un petit flottement. Donc, vous allez pouvoir retrouver les livres de base. Et j'espère qu'ils vont adapter les futurs livres, en particulier Eberron, qui est en anglais, mais putain, en VF, ce serait cool. Et donc, voilà. Toutes les raisons en France de jouer à Donjons Dragons. Et vous pouvez jouer en mode sombre et dur grâce à Mordheim. Ok. Et toi, Axel, alors? Bah écoutez, pour faire aussi original que vous, je suis parti sur un univers un peu mythique, un truc que personne connaît, qu'on voit un peu au-dessus partout, qui est l'univers de Tolkien, donc Le Seigneur des Anneaux. Donc je suis parti sur The One Ring, qui est une gamme assez récente, qui est éditée à la base par Cubicle 7 et qui est en France par Edge, si je ne dis pas de bêtises. Et qui propose du coup bien de jouer. La proposition de jeu se situe entre Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Donc après la bataille des 5 armées, quelques années après, entre 5 et 7 ans après, j'ai un léger doute, et qui vous propose du coup d'incarner des compagnies, de voyager et de faire plein de trucs évidemment aussi cool qu'épiques. Et donc je me suis dit que pour parler du Seigneur des Anneaux, c'était une très bonne proposition. Mm. Avec une mécanique de base qui est assez simple, qui fonctionne bien, et qui a un petit point, moi, que j'adore, que j'aime beaucoup, et qu'on retrouve assez peu dans les jeux de rôle, c'est qu'elle est beaucoup axée sur le voyage. On est d'accord, hein, que sur Warhammer ou D&D, quand il y a du voyage, au mieux, on a quelques tables aléatoires, mais on a tendance à faire des belles ellipses, en disant: «Oh bof, vous faites le voyage et puis c'est tout, hein». Et bien sûr, C'est pas vrai, il y a des tables de monstres errants. c'est ça, mais ça reste léger. Sur One Ring, c'est sûrement la mécanique la plus présente et sûrement un peu la plus lourde, qui doit se faire en 5 ou 6 étapes à chaque fois avec des calculs de distance, de difficulté, de zone, etc. Donc qui reste assez ludique pour certains, parce que du coup c'est rigolo, parce que les joueurs ils te disent: «Ah bah je prends cet itinéraire-là», et toi tu as ta carte de MJ en disant: «Ah ah, ils arrivent sur une zone très difficile, bon courage à eux, je vais pouvoir leur mettre plein de trucs dans la gueule». Ah donc tu as du coup un gameplay un peu asymétrique entre les deux qui est assez chouette. Et du coup, en simplifiant un peu, parce que effectivement moi je la trouve un poil lourde et un poil présent, tu peux passer longtemps dessus sur une séance de jeu, et bien tu as moyen de faire des voyages qui sont hyper sympas. Oui, puis je crois aussi, Alors, juste avant que tu nous... Ouais. je crois qu'il y a un truc qui est Pardon, pas vas-y. mal aussi, qu'apparemment tu peux
tu peux pas, dans les campagnes, en fait, tu peux passer énormément de temps entre les scénarios, en fait. Tu peux Tout à passer fait. le temps aussi. En plus du voyage, il y a aussi de gérer le temps Ouais, c'est les phases de communauté, ouais. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà, ça c'est pas mal. C'est assez intéressant, moi c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait jouer parce que pour le coup, du coup, moi One Ring, j'y joue en burst et j'y joue sur des parties un peu courtes. Donc on voit pas trop les phases de communauté. Globalement, on fait des trucs hyper cool où on joue surtout voyage et rencontres, globalement. Mais effectivement, il y a la phase de communauté qui marche hyper bien, qui te permet de bien développer tes persos et ce qu'il y a autour, quoi. Et il y a Matt Donc, qui voulait poser une question. avant d'aller au bout de ton, parce qu'il nous reste le cadre de jeu, on va y venir. Tout à fait. Et donc pour toi, la mécanique et l'univers, pour le coup, on reste avec The One Ring, l'univers Ouais, de Tolkien, tout à avec la fait. mécanique de Tolkien. Moi, je Et connais pas du tout One Ring, j'ai jamais joué. Est-ce que tu peux très rapidement résumer la mécanique? Parce que vraiment, pas de souci, ouais. j'ai jamais ouvert le Bah, bouquin. effectivement, c'est un choix que j'ai fait de rester sur ça parce que je trouve que ça colle plutôt bien en fait. C'est fait partie des systèmes de jeu où tu dis ah il y a des bonnes idées intéressantes qui colorent bien façon Seigneur des Anneaux, c'est super chouette. Alors la base du système c'est une main de D6 en fait que tu constitues avec des compétences et des caractéristiques globalement. Donc jusque là rien de très novateur. Mais en fait, tu colores avec les succès sont les Angouars, donc c'est les symboles de Gandalf. Non, je dis des bêtises. Des Angouars. Et tu as à côté, tu jettes toujours un dé 12, qui est un peu le dé du destin, si tu veux, où tu vas avoir sur un 11, tu vas faire l'œil de Sauron. Donc l'œil de Sauron, ça t'apporte plein d'embêtements, évidemment, une intention que tu n'as pas nécessairement envie d'avoir sur le moment. Donc tu peux permettre d'avoir un peu des ressorts d'aventure différents grâce à ça aussi. Des points de corruption, etc. Évidemment, parce que ça fait partie aussi des grandes thématiques du Seigneur des Anneaux, c'est la corruption du pouvoir et des choses un peu maléfiques qu'on voit avec notamment le personnage de Boromir beaucoup dans le premier film, de manière un peu spectaculaire. Et évidemment, les symboles de Gandalf, donc là, qui te disent que tout va bien, c'est super, tu as des super réussites, un peu les réussites critiques, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu lances tes D6 pour savoir si tu réussis ou si tu rates tes trucs, et à côté de ça, tu as un D12 qui peut, même si tu réussis, tu peux avoir l'œil de Sauron sur ta gueule, et même si tu rates, tu peux avoir Gandalf qui t'allège ton échec. C'est ça, tout à fait. Donc avec l'œil de Sauron qui peut te dire, bah du coup, pourquoi tu réussis? Bah peut-être parce que tu as été un peu plus loin que d'habitude, enfin voilà, tu as dépassé un peu les limites de la morale. D'accord, donc tu veux faire parler cet aubergiste, tu réussis, mais comme tu as fait l'œil de Sauron, peut-être que tu l'as traumatisé parce que tu as utilisé des méthodes pas du tout chevaleresques. Voilà, tout à fait, tout à fait. Peut-être que tu l'as poussé, tu l'as peut-être menacé, chose que tu n'es pas censé faire parce que tu joues pour le coup des personnages qui sont censés être loyaux bons, si on reprend les aliments de D&D, même si je n'aime pas, mais des personnages qui sont bons à la base en fait. C'est toute cette descente en fait, un peu cette corruption qui est presque inéluctable, qui est intéressant de jouer, quoi. Et donc c'est un jeu où tu adaptes ton roleplay au jet de dés? Parce que par exemple, j'interroge ce tavernier. Je peux me faire un roleplay. Bonjour messire, comment allez-vous? Mais parce que j'ai fait l'œil de Sauron, après il faut que tu le joues plus violent, quoi, parce que tu as fait l'œil de Sauron. Pour moi, effectivement, c'est typiquement le genre de jeu où tu lances tes dés et tu roleplay dessus. Parce qu'effectivement, si tu roleplay dessus, que tu lances tes dés, tu peux avoir des trucs, t'es en mode ah bah là j'ai un œil de Sauron, c'est pas. Tu vois, ça peut aller à l'inverse de la fiction que tu avais commencé à monter. Mais oui, effectivement, ouais. Moi j'aime bien quand le système participe à raconter une histoire et qu'après tu es quand même libre d'habiller le résultat. Why not, hein, pas de soucis, c'est pas rédhibitoire chez moi. Ouais. Je crois que c'est aussi les campagnes qui sont bien, quoi. Hein. Il y a plein de contenus, donc j'ai quelques bouquins derrière, j'ai pas tout mis, mais il y a beaucoup de contenus. C'est un peu le drame actuel, c'est que c'est un peu en pause pour des raisons de droit, mais il y a déjà beaucoup de contenu. La Forêt Noire, il y a une belle campagne de la Forêt Noire qui est super chouette. Les suppléments d'univers, donc Rivendell, Foncombe, justement la Forêt Noire, etc., sont super chouettes, plutôt bien écrits, bien illustrés en plus. C'est vraiment des beaux bouquins. Et t'as de quoi jouer pendant un long moment, quoi. T'as vraiment de quoi jouer et en étant... Donc là, on joue à avoir peur des orques qui vont arriver, il faut les éviter, quoi. C'est un peu ça. Soit tu peux carrément te dire, bah voilà, on est typiquement dans la période où t'as la montée de Sauron, en fait. Et donc, tu peux te dire que t'es un groupe d'aventuriers dont le but va être de ralentir l'avancée de Sauron. Et c'est là que moi, je vous propose un cadre de jeu un peu différent.
parce que, eh bien, moi, je n'aime pas, en fait. Ça veut dire qu'effectivement, tu joues entre les 2, mais tu as peu d'impact, finalement, parce que tu sais ce qui se passe. Tu as vu Le Seigneur des Anneaux, tu sais que Sauron, il finit quand même par arriver et c'est un peu la douille absolue. Et ça, c'est pas marrant. Tes joueurs, tu te dis: «Oh, c'est cool, mais finalement, quel impact j'ai sur l'aventure?» Eh bien, moi, je vous propose, du coup, une belle uchronie, un beau what if, c'est-à-dire, que se passe-t-il si Sauron avait gagné la grande bataille entre où les elfes et les hommes avaient été alliés? Dès le C'est ce début. cadre Bah, c'est ça, c'est ce cadre de jeu-là que j'ai envie de se dire: «Ah, mais qu'est-ce qui se passerait si on était du coup dans un monde qui était rongé par la corruption depuis maintenant un sacré paquet de temps?» Eh bien, ça donne un Quelques univers, millénaires, me semble-t-il, non? c'est Je ça, tout crois. à fait. Ouais. Donc quelque chose qui est bien installé, où tu peux du coup jouer des gentils héros qui se retrouvent, un peu les poches de la résistance et comment on lutte contre le mal quand le mal est bien installé. Ah oui, là, c'est pas facile. Là. C'est Il y a pas un complètement setting de DD5 ou de DD qui est comme ça? Il s'appelle Midnight. Ou ah, Midnight, c'est ça. bah, je connais pas parce que je suis, D&D et moi, on n'est pas très copains, C'est mais Ouais. ça peut être une bonne source ouais, d'inspiration, c'est c'est ça. En fait, le mmh. principe, c'est que ouais, en fait, tu fais la résistance, quoi. C'est comme les. Voilà, et Dark Vador, c'est le Sauron, quoi. Bah, Carrément. Midnight, c'est le Seigneur des Anneaux qui se cache parce qu'ils n'ont pas les droits de dire Seigneur des Anneaux, mais clairement, tu as compris que c'est Sauron qui avait gagné et Ouais, c'est ça. il y a des résistances dans la forêt. Enfin, c'est vraiment, mais genre le Seigneur des Anneaux qui est genre qui fait non, je ne suis pas le Seigneur des Anneaux, non, non, pas du tout. Et voilà. Ouais, c'est Ah ça. bah, je Bon. suis super original, du coup, je suis content, mais je connaissais pas Midnight Non, du mais tout. pour le Oui, coup, ok, fallait. Midnight Mais du coup, existe, Il mais faut, toi, qu'est-ce que tu nous fais? faut Qu'est-ce que poser tu des nous fais questions. dans, voilà, qu'est-ce que tu proposes comme twist, comme manière de faire pour jouer ça Fallait Midnight, poser T'as les sa questions aux proposition, vieux, toi, c'est quoi? t'aurais dit. j'ai pas entendu du coup, Ed? Il fallait poser les questions aux vieux, tu l'aurais dit pour Midnight. Ah bah, ouais, mais bon, je voulais pas non plus trop spoil, tu vois? Parce que c'était sympa d'avoir le twist, Mais non, mais après, le twist c'est pas la même chose de le jouer mmh, avec le jeu les règles de l'anneau unique, quoi. Il va falloir que l'interpréter. Oui, ça. bah, complètement. Ouais. Eh Et donc, bien, qu'est-ce que ce que tu tu fais proposes, twist dans les règles? dans les règles? Ah bah, dans les règles, en fait, de toute façon, tu auras toujours cette, corruption, donc en termes d'adaptation, tu te dis: «Bah, peut-être que la corruption sera plus forte». On est dans un univers qui est foncièrement mauvais, mais du coup, comment changent les héros au contact de cette corruption? Est-ce qu'ils réussissent à garder leur ligne de conduite ou est-ce que finalement, on rejoint pas, forcément les forces du mal, les forces de Sauron, et Et les si, influences négatives? Et ça peut être, c'est un jeu, en termes de référence, on peut penser, pareil en termes de jeux vidéo, vu qu'on a cité un peu plus tôt, à des jeux PC, à des jeux qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça, qui sont Shadow of Mordor et Shadow of War, si je dis pas de bêtises, où, tu joues un être humain qui est perdu, dans le Mordor, en fait, qui fait de la conquête de zone, quoi, globalement. Ben, ça peut être typiquement le genre de mécanique qu'on peut retrouver dans One Ring. Alors sûrement pas avec, des batailles à grande échelle, même si je pense que c'est faisable, mais en se disant: «Ah bah tiens, les humains, on peut repasser par des zones qui sont très connues, Dol Guldur, le Gondor, Minas Tirith et cetera, qui sont éventuellement tombés aux mains du Seigneur des Ténèbres» et se dire: «Ah bah comment on récupère ces zones? Quelles sont les influences qu'on peut avoir pour rendre ça viable en fait et faire en sorte que peut-être le bien, fonctionne, celui qui, gagne, remporte la partie, quoi. mais non, ils sont foutus, ils vont crever, tes joueurs, c'est pas grave. Beh, ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est peut-être l'inéluctabilité ou peut-être pas et c'est du coup un setting où tu as plus le choix, où tu auras plus d'impact que dans ce qui est proposé de base, à mon goût. C'est plus l'anneau unique, c'est le dernier anneau. C'est ça, c'est The Last Ring, voilà. Tu vois, Midnight, c'est pas Donjon Dragon 5, je sais pas dans quelle version Donc de c'est là, DD c'est sorti, peut-être la 3.5. ouais, c'est à 3.5, c'est ça, ouais. Ah, D'accord, 3.5. Ouais, 3.5 Mais avec un peu ouais, revisité avec des compétences et tout, ce genre de trucs. Voilà quoi. d'accord. Mm. Bah, c'est peut-être d'accord. du coup un bon appui sur lequel se mettre, ouais, complètement. Oui, voilà. Non, non, mais moi c'est j'avais fait quelques essais de l'anneau unique, c'était les voyages où on Mmh, insistait un peu sur le monde qui est complètement différent. Et en fait, quand tu joues dans le groupe, en fait, t'as chaque personne tête du mmh, groupe, t'as l'un qui va pouvoir donc faire le repérage, l'autre s'occuper du campement, l'autre s'occuper de la nourriture, l'autre s'occuper de la c'est défense. ça. C'est un peu répertorié comme ça en fonction de tes capacités. Donc très vite, chacun dans le groupe a un rôle déjà pour le voyage en fait.
Mm. Et ok. En fait, c'est des rôles forts, du coup, c'est des personnages qui vont avoir des rôles assez forts. Tu as le guide, l'éclaireur, le chasseur et le guetteur, comme tu nous disais. Et en fait, imaginons que tu ne joues pas à 4, mais que tu joues à 3. Et ben, tu auras forcément, du coup, si les personnages en plus sont pas entre guillemets optimisés, et ben, tu auras forcément des moments de tension sur le groupe et qui auront un impact sur les phases de jeu après, quoi. Parce que effectivement, si tu voyages pas bien, si tu arrives des emmerdes, ben, quand tu arrives, ben, tu es crevé. Et c'est ce qu'on voit beaucoup ce qu'on ressent beaucoup dans les films. La lecture des livres étant un peu loin derrière moi, j'avoue. Ben, en fait, tu vis un gigantesque voyage dans Le Seigneur des Anneaux. Et tu vois bien que étape après étape, ils arrivent, ils sont éclatés de fatigue, quoi. Ou quand ils sont au bord du gouffre, quand ils sont sur les rives de l'Anduin, ben, tu sens qu'ils ont déjà fait une bonne trotte et que le voyage n'a pas été facile, quoi. De toute façon, tu as énormément de propositions de choses à faire que le contenu. Ah bah ouais, c'est clair. Pas mal, quoi. C'est clair. Il y a des bonnes communautés aussi bien actives sur Internet. Chez Tolkien, on en a qui des fonctionnent bien. communautés. Ah bah, Voilà. et puis il y a des beaux ouvrages à côté. Ils mériteraient d'être présentés. Moi, c'est des achats récents, mais les encyclopédies illustrées et de tout le passage des livres au film, qui sont des superbes ouvrages qui donnent des belles idées, qui te donnent plein de. C'est tellement beau en fait que ça te pousse, quoi. Ok. Donc voilà. Mais en fait, je me demande dans Le Seigneur des Anneaux, Ouais. je me demandais s'il y avait quelque chose à faire après les films, justement, parce que là, c'est open. Ouais. J'ai pas la réponse. Oui. Et sinon, il y a un bouquin russe, enfin qu'un russe a écrit, dont le nom m'échappe. Je ne sais pas plus du nom. Qui a été traduit, qui est trouvable sur Internet, je pense même gratuitement. Qui est assez sympa. L'approche, c'est, et si en fait les méchants, c'était Gandalf et le Gondor. C'est-à-dire que, en gros, Sauron est un mec moderniste. C'est-à-dire, le but, c'est de donner en fait aux orques et aux gobelins qui sont pas en fait des monstres, qui sont juste des humains un peu bizarres, peut-être un peu légèrement différents, mais qui sont en gros des mecs normaux, qui ont été toujours chassés par les royaumes de Gondor et qui ont connu beaucoup d'épuration ethnique et qui vivent au fin cachés dans le Mordor, un truc pourri. Et il y a un mec qui leur propose de moderniser leur truc, de passer au monde du fer, de la forge, et donc de leur donner à manger, d'augmenter des usines, où les gars vont pouvoir trouver du boulot, de faire une révolution industrielle pour les sortir de leur boue. Et à côté de ça, il y a Gandalf et le Gondor, les gardiens de l'ancien temps. Non, les traditions, il faut les garder. Et c'est eux qui vont en fait attaquer, et c'est eux les envahisseurs. Parce que c'est voilà. Et ils attaquent parce qu'en gros, ils ont peur de ce nouveau monde qui risque de les renverser. Et ça suit en fait un orque qui est en train de faire le champ de taille après s'être pris la route. Et voilà, et c'est le twist est assez marrant. Ouais, c'est un certain russe qui s'appelle Kirill Leskov. J'en avais entendu parler. Et il a fait quoi du coup? C'est un livre, c'est juste un bouquin. C'est un paléontologue russe, Kirill Leskov, qui a transposé un peu l'idée que tu viens de dire, quoi, un peu l'Uchronie. Et le nom, c'est quoi le nom du roman? Alors le nom exact, c'est à peu près une quinzaine d'années que ça a été fait, ce truc. J'en avais déjà entendu parler, mais je me rappelle plus du nom. Voilà. Le dernier porteur d'anneaux. The Last Ring, parfait. Voilà, tu vois, on n'était pas loin finalement. The Last Ring Bearer. Yes. Ouais, The Last Ring Bearer, yeah. Dernier porteur d'anneaux. Et ça, ce que tu dis me rappelle beaucoup un ouvrage, un jeu de rôle qui a été écrit par John Wick, si je dis pas de bêtises, qui est Orcworld, où tu sens vraiment que pareil, c'est aussi basé sur le Seigneur des Anneaux et qui te dit ah bah tiens, et si les orques n'étaient pas des enfoirés, mais des protagonistes comme les autres, intelligents avec une culture, etc. quoi. Et je pense que ça peut être intéressant. Oui, ça ouais. pour le coup, Donjons et Dragons le fait. Dans Donjons et Dragons, dans Eberron, encore une fois, les orques sont des gens, des créatures normales qui ont leur société à eux, machin, tout ça, et on essaie de vivre en harmonie, melting pot à l'américaine. Là, ce qui est intéressant, c'est que les orques ont leur culture à eux, etc. Mais en gros, les gars qui les chassent, qui les poursuivent, qui les tuent, c'est le Gondor et c'est Gandalf. Et donc, il y a un vrai racisme assumé, reconnu dans le bouquin, et que, en gros, toute la haine... En fait, l'idée de Last Ring Bearer, c'est le livre qu'on a lu, Le Seigneur des Anneaux, c'est la victoire est écrite par les vainqueurs. Ouais, donc, en gros, c'est les vainqueurs de la guerre qui t'expliquent la grande geste de Gandalf et du roi Aragorn
etc. Et donc, puisqu'elle est écrite par les vainqueurs, lui, il te dit, bah voilà, dans la réalité, il y a des populations qui ont souffert. Il y a des enfants gobelins qui sont morts dans cette histoire. Ouais. C'est marrant parce que ça fait écho avec des débats sur le racisme et le racialisme de Tolkien dans son œuvre, mais qu'on n'évoquera pas ici parce que c'est épineux et un peu dangereux. Oui, il est tard, on peut... Godwin Mais on va se oui, faire brûler par tous les fans de Tolkien. On peut avoir du coup une lecture un peu moins manichéenne de l'œuvre et carrément intéressante, quoi. Mais difficile à mettre en place, je pense, avec les règles de One Ring sans un bon remaniement, quoi. Mais je crois que One Ring, d'après ce que j'ai compris, en fait, ils ont arrêté l'édition. Ouais. Ils devaient sortir une refonte des règles. Parce que même si les règles sont pas trop mal, il y a quand même quelques petites... à long terme, il y a des petits bugs, d'après j'ai compris. Et donc, ça a été arrêté à cause des histoires de droit. Tout à fait. Parce que la famille, évidemment, a mis son veto là-dessus, que certainement, on doit réclamer plus d'argent que prévu, quoi. Ouais. Voilà. Tout à fait. Ouais, c'est pas anodin qu'on ne voyait pas peut-être une nouvelle mouture encore avec le Seigneur des Anneaux, quoi. Je pense, c'est ce qui risque de faire du bien aussi à cette gamme ou à une autre. Enfin voilà, il y a aussi une version des 20 du Seigneur des Anneaux qui existe. Ça va être l'adaptation par Amazon qui récupère des droits et qui, je pense, va rebooster un peu tout ça. A priori dans un cadre aussi différent qui doit être le Deuxième Âge, si je dis pas de bêtises, donc loin avant ce qu'on a vu dans les films et dans les bouquins. Mais je pense que ça peut faire beaucoup de bien et rebooster cette gamme qui est vraiment hyper qualitative et qui a effectivement connu ce coup d'arrêt un peu malheureux, quoi. Oui, là, tu parles de la série télé essentiellement. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais je pense que ça peut faire du bien. Comme on a vu, tu vois, je vais pas parler de DD5 et de Stranger Things, si je dis pas de bêtises, où on a vu des liens de réussite de l'un et de l'autre. Je pense que ça pourrait faire la même chose avec One Ring et la série Seigneur des Anneaux. Mais tant mieux, comme ça on de la série là qui va sortir, la série qui coûte plus cher qu'un film d'Avengers. Ouais, je pense. Qui a intérêt à réussir à être un carton total. Tout à fait. Après, là où on part sur totalement autre chose, mais là où la série est intelligente, c'est que justement, elle se refrotte pas à l'univers qu'on connaît des bouquins. Elle va ailleurs, quoi. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'effectivement, sinon, c'est très difficile, voire impossible de vivre par-delà la légende de l'univers de Tolkien, quoi, qu'on connaît. De toute façon, tant mieux. Moi, j'attends depuis 20 ans l'adaptation de Ambre en série télé. Donc, un jour peut-être. Bon courage. Les droits ont été achetés, revendus, reachetés, revendus, re-achetés, revendus. La dernière fois, c'était les producteurs du truc sur les zombies. Oui. Qui ont acheté non, Walking Dead. C'est les producteurs de Walking Dead qui auraient acheté les droits. Et pour l'instant, d'accord. Oui, mais ils ont acheté les droits, mais ils n'ont pas pu le faire. Ouais, c'est la malédiction de cette série depuis 20 ans. Ouais, bon, on n'a pas à se plaindre. Je crois que ces derniers temps, on a quand même un univers. Quand on a commencé, il y a très longtemps, le jeu de rôle, quand on parlait d'orques ou de tous ces monstres, on passait pour des fous furieux. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde a des images plein la tête et il y a énormément de séries de télé qui sortent toutes les semaines pour alimenter de tous ces jeux qu'on est en train de jouer, quoi. Tout à fait. Il y a même des séries télé où Will Smith est flic avec un orc, alors vas-y, bon. Sur Netflix. Ouais. On n'évoquera pas Bright. Non, pas si. Moi, je défends un peu Bright. Oui, et moi, il faut le défendre, Bright. Il a raison. Moi, je défends Bright parce que bref. Après, voilà. Je le jette pas dans le vide ordure, Bright. Chacun ses arts. Il y a Bright 2. Chacun ses arts. Bon, ben donc, on va pouvoir s'arrêter là, peut-être. Peut-être que vous pouvez nous évoquer, vous, vos jeux médiévaux fantastiques un peu préférés aussi, qu'on puisse discuter de tout ça, en échanger et se dire quelle mécanique collerait bien à quel univers, comme a pu nous le faire Matt.
Moi, je veux des mélanges, je veux des cocktails, moi. C'est ça, à faire des Ouais. mélanges, des cocktails et des trucs Pour les un peu remuer étranges, après, les des trucs cocktails, c'est bizarres. ça en fait. Il faut voir que ça marche et voir quel goût. Parce qu'en fait, les cocktails, quand tu fais n'importe quoi, tu mets du poivre et tout, etc. Après, quand tu bois, ça, des fois, Ouais. c'est pas bon. Faire attention quand même. Hein. Alors, Tout à fait. Eberron, des 5 Mordem, quel goût ça a? Tout à fait. Bon, l'anneau unique, on l'a On compris, verra, en on tout cas. voyage, mais on sait pas quel On goût verra ça ce que non plus. l'autre partie de la JDR Factory Team aura décidé de proposer dans l'épisode 2. Un peu Ouh là là, Sam et Farid, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, Sam? Ouais. On les laisse, on sait pas, on découvrira. C'est ça. Surprise. Allez, à bientôt. Très bien. Ciao. Merci à vous. À bientôt.